Bonjour, bonsoir, partout où vous trouvez dans le monde, câblé sur la Direct 7, la télé, en ligne. Nous sommes aujourd'hui dans l'émission Apprenons et aujourd'hui nous allons débattre le thème que savoir des législatives dans un pays. Vous savez que notre pays, le Togo, s'active maintenant pour l'organisation des législatives. Aujourd'hui, j'ai invité pour vous Monsieur Ouro Ashraf Sama. Il est juriste, assistant parlementaire, membre du bureau national de PDP. Bonjour, Monsieur Ashraf. Oui, bonjour, Monsieur Agovi, et bonjour aux milliers de téléspectateurs de la télévision en ligne Direct 7. Je suis très honoré d'être avec vous ce matin pour débattre disons, de la thématique que savoir des législatives. Vous êtes sans savoir que le Togo s'apprête à organiser des élections législatives d'ici le mois de décembre, voire même le premier trimestre de l'année 2024. Et donc, c'est l'occasion de faire de la pédagogie sur ces échéances électorales et notamment vraiment les législatives. Oui. Merci beaucoup pour cette introduction. Maintenant, nous allons dans le vif du sujet. Vous savez, nos téléspectateurs, ça dit que notre ambition, c'est de faire comprendre aux gens, à chaque séance, ce que ça veut dire et les ampleurs que ça peut amener dans la vie de la population togolaise. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la législative dans un pays? Lorsqu'on parle de législative, c'est quoi? Oui, non, bon, disons déjà pour planter le décor, il faut aussi parler du contexte. Vous savez, le Togo est une nation contemporaine, disons, de l'ère démocratique, ce qu'on appelle le renouveau démocratique depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le Togo organise des élections à intervalles réguliers. Et dans ces intervalles-là, on organise des élections régionales, communales, avec la fin des délégations spéciales. Aujourd'hui, on organise les communales et bientôt les sénatoriales. Et les législatives également font partie, notamment les présidentielles. Donc aujourd'hui, nous allons parler principalement que des législatives. Et donc, vous savez, en vertu de ce qu'on appelle la démocratie représentative, le pouvoir politique est exercé par délégation. Par délégation, ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans le cas de la démocratie directe et que pour expédier les affaires courantes d'un pays, il faut des représentants pour diriger le pays. Et donc, du coup, en vertu, disons, du principe de la démocratie représentative, les potentiels électeurs ou les électeurs désignent, les citoyens désignent des députés, ce qu'on appelle des parlementaires, pour légiférer sur un certain nombre de questions. Et donc, du coup, les législatives sont des élections qui visent à élire des députés à l'Assemblée nationale. Et donc, du coup, toutes ces élections législatives-là sont organisées dans un cadre approprié. Et donc, il y a un cadre juridique, il y a un code électoral qui a été récemment même révisé le 11 octobre 2021. Et donc, du coup, les élections législatives-là visent à dégager, disons, des députés à l'Assemblée nationale. Yo, ni dak pena nyape dizipe nous pala nyape direct 7 nous pala katan le ble godo ame ni brobe egbe am le wona yimbe dankore dibe bien soro nous me ele bien soro nous ya me egbe a ni ple apeto Ashraf Sama ni no enu pomso tanyare ni dare ni antonye nyabe zanre ya nyape togo jo nya gere akoda da pe nyabe ko ka nya da ese wo pe me no la wo pe akọ nu ka nye se wo pe me no la wo pe akoda da le ejume e ye nye tanya yi nye dare gbe a apeto ala gbogbo ne be ese wo pe me enua ye me kodada ye nye ekori nye dana eye nyacha ese wo pe me no la be na me yola tem afunfu de edua pe nkomea be wa adakonao eye egboro be kodada ya enona eji gasia game eyata nya pe toji nya pe dijipe no pola wa enya galasi magadi wa de ngome na mi uma. Merci monsieur Ouro, merci pour cette explication. Maintenant, dis-moi, quels sont les grands enjeux des législatives dans un pays? Non, les grands enjeux des législatives, dans tous les cas, il faut quand même reconnaître que tous les partis politiques accordent une importance particulière aux législatives. Parce que vous pouvez être un parti politique, si vous visez directement la magistrature suprême, souvent c'est contre-productif. Et donc il faut passer par des élections intermédiaires. Et les législatives font partie de ces élections intermédiaires. Vous savez, dans l'hémicycle ou au Parlement, quand vous prenez par exemple l'article 51 de la Constitution togolaise, parce qu'il faut aussi le souligner que la Constitution de la 4e République togolaise s'inscrit dans une dynamique de démocratie libérale. Donc à partir de là,
Lorsque vous organisez des élections législatives, vous avez des députés qui entrent à l'Assemblée nationale. Et dans le cas d'espèce au Togo, nous avons 91 députés. Nous avons 91 le nombre a été le nombre, oui, effectivement, puisque nous étions partis de 81, depuis les années 92 jusqu'aux années 2012. Donc à partir de 2012, la loi est organique portant, puisque c'est la loi organique qui fixe par exemple le nombre de députés, le député à l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle les régimes d'incompatibilité, les conditions dans lesquelles les postes sont vacants et leurs aussi avantages matériels. Je vais parler des indemnités. Et donc, quand vous, à l'issue des élections législatives, vous avez des partis qui entrent à l'Assemblée. Et donc, l'enjeu c'est quoi? C'est que nous sommes dans un système semi-parlementaire. Quand je prends par exemple le cas du Togo, c'est que dans un régime semi-parlementaire, l'enjeu le plus important, c'est que vous avez une opposition parlementaire qui obtient la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. Ils peuvent par exemple contraindre le gouvernement, ce qu'on appelle en droit constitutionnel la cohabitation. Ce qui veut dire que le gouvernement est le président de la République est contraint de désigner comme Premier ministre le vainqueur des élections législatives s'il remporte les sièges à la majorité absolue. Voilà, voici vraiment l'enjeu. C'est le cas du Togo, par exemple? Non, dans la configuration actuelle, et quand vous étudiez même l'histoire constitutionnelle, l'histoire constitutionnelle togolaise, oui, on l'a connue en 1994, où vous avez le CAR et le CPP du feu Edem Kodjo et du maître Agboibo, qui ont raflé presque toutes les sièges à l'Assemblée nationale. Et donc, le président, le feu Gnassingbé Yadema était... L'autre doit être 6. Et donc, du coup, ils avaient dépassé la barre de la moitié des sièges. Et donc, le président d'antan était en difficulté. Il était obligé de désigner qui comme Premier ministre. Je crois que c'était Edem Kodjo qui a été désigné. Est-ce que ça devrait être vraiment Edem Kodjo? Parce que quand nous voyons la chose, oui, Agboibo le dépassait quand même. Oui, Agboibo le dépassait, mais vous savez très bien. Mais c'est une volonté politique. Voilà, c'est une volonté politique. Chaque parti sauvegarde ses intérêts. Je crois que le président Feu Gnassingbé, dans les années 94, peut-être n'avait pas intérêt à ce que Agboibo soit Premier ministre parce qu'il était beaucoup plus incisif. C'est des suppositions. Bon, c'est ce que la lecture historique nous donne comme résultat. Et donc, du coup, dans un régime semi-parlementaire, puisque le Togo, ou semi-présidentiel, parce que nous avons transposé, disons, le régime politique français chez nous, parce que nous sommes vraiment sous influence de la politique française. Donc, nous avons un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Lorsque le parti d'opposition, un parti politique d'opposition remporte à la majorité absolue les sièges à l'Assemblée nationale, il peut contraindre le président de la République à la cohabitation. Vous savez, par exemple, la configuration actuelle, nous ne sommes pas dans un régime de collaboration, nous sommes plutôt dans un régime de collaboration, parce que la majorité présidentielle a en même temps la majorité parlementaire. Et donc, c'est l'un des enjeux. Ça peut aussi être, on peut souligner... On peut aussi retenir comme enjeu, si un parti politique ou des partis politiques d'opposition venaient à faire un score honorable, par exemple à l'Assemblée nationale, ils peuvent aussi mettre en difficulté la majorité présidentielle. Ce qui veut dire qu'il faut passer aussi aux arbitrages. La majorité présidentielle a besoin, par exemple, des alliés pour faire passer un certain nombre de projets de loi. Sinon, il serait contraint. Voilà, il serait vraiment contraint à l'Assemblée nationale. Donc, politiquement, on peut parler des enjeux politiques des élections législatives. Donc, socialement également, on peut aussi avoir des enjeux. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous, par exemple, au PDP, nous avons formulé 4 propositions de loi qui n'ont pas abouti jusqu'alors. Faute de quoi? Faute de majorité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. C'est-à-dire que vous pouvez faire des propositions de loi qui peut-être suscite l'assentiment des uns et des autres, mais si vous n'avez pas la majorité absolue, votre proposition de loi restera sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale, même si on l'envoie même en examination dans des commissions parlementaires, je ne crois pas que votre proposition de loi peut aboutir. Donc, socialement et politiquement, c'est ce qu'on peut retenir comme enjeu des élections législatives. Donc, avant de souhaiter que PDP ait prochainement
des sièges conséquents pour pouvoir, la majorité pour pouvoir oui, effectivement. faire ressortir, faire passer ces lois. Oui, effectivement, comme tout parti politique, nous affichons clairement nos ambitions. Mais nous sommes conscients également de l'environnement dans lequel nous évoluons. Mais nous espérons quand même faire une percée et avoir un nombre conséquent de députés à l'Assemblée nationale. Je crois que nous grandirons encore davantage. Vous savez que dans la politique, aujourd'hui, quel que soit le fait qu'on ait transposé le régime français vers nous, c'est ça que nous utilisons dans nos pays francophones, et notamment le Togo. Vous savez que tout ce que nous disons là, nos téléspectateurs, je veux parler de la population, ils s'attendent à quelque chose de concret. Donc dites-moi, et après les législatives, là, à quoi doit s'attendre la population? Non, mais après les législatives, puisque les élections législatives présentent vraiment un enjeu politique majeur pour la nation tout entière, je crois que les populations doivent s'attendre également à des propositions de loi et des projets de loi de qualité. Et donc, tout ce que la population demande souvent, c'est, disons, rehausser, par exemple, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des populations. Et donc, quand vous prenez par exemple ce qu'on appelle le bloc de compétences législatives, il y a un certain nombre de domaines, sur lesquels les députés peuvent agir. Vous prenez, par exemple, je prends par exemple les enjeux économiques majeurs, quand on parle par exemple de la privatisation et de la nationalisation des entreprises publiques. Voilà, c'est du domaine de la loi. Et donc, le député peut agir également dans ce sens. Dans ce sens. Et également, le statut, par exemple, de la fonction publique, par exemple, relève également du domaine du domaine de la loi. Et donc, quand vous prenez, par exemple, le bloc de la compétence législative, les députés peuvent agir dans bon nombre de domaines. Et donc, du coup, moi, je crois qu'il faut permettre à des partis d'opposition également de faire une percée quand même assez conséquente à l'Assemblée nationale, parce qu'à travers cette percée, ils peuvent aussi voir des angles de vue que le gouvernement ne voit pas forcément, à travers des propositions de loi, qui permettront vraiment d'améliorer le quotidien des populations. Donc, je crois que les populations ont un intérêt à ce que l'Assemblée nationale soit beaucoup plus diversifiée. Parce que qui parle également de la diversification parle de plusieurs propositions de loi à l'Assemblée nationale. Et donc, du coup, que ce soit dans le domaine économique, politique ou culturel, disons, chaque citoyen peut trouver disons, un intérêt particulier, parce que nous avons tous des demandes que nous formulons. Par exemple, je prends un exemple concret, par exemple, le domaine de l'immobilier, par exemple, le PDP. Mon parti a fait une proposition de loi dans ce sens, une proposition de loi portant sur le bail à usage d'habitation, où nous avons fait une proposition de loi disant qu'il faut imposer, par exemple, un contrat unique sur l'ensemble du territoire. Mais c'est en train d'être révisé. Effectivement. Mais tout à l'heure, vous venez de dire que vous faites les projets qui ne passent pas, alors que vous... Non, je veux dire tout simplement que si le président de la République a pris un décret réglementant ce secteur, c'est parce qu'il s'est inspiré de la proposition de loi du Parti démocratique panafricain à l'Assemblée nationale. Faute de majorité, nous n'avons pas pu faire passer notre loi, mais la majorité a quand même jugé utile de s'inspirer des propositions pertinentes de notre proposition de loi pour retenir. Aujourd'hui, oui, je peux comprendre qu'il n'y a pas de suivi, que le secteur de l'immobilier, dans le secteur de l'immobilier, ce n'est pas très réglementé, mais le fait de prendre un décret et d'essayer de réglementer quand même le secteur, c'est une avancée. C'est une avancée majeure qu'il faut le noter. Ce que la population veut savoir, vous savez que dans les populations, quand on dit, par exemple, les législatives s'annoncent comme ça. Oui, les législatives s'annoncent. Mais quand on dit aux gens, il faut aller déjà, ils disent, oh non, nous avons tellement voté. Quand on vote, on ne trouve rien. Vous savez, en termes de population, ils pensent à ce qui est concret et direct là. C'est pourquoi ils demandent. Les législatives apportent quoi vraiment à la population? C'est ce que j'ai dit concrètement. Pas seulement c'est-à-dire que pas seulement dans le sens politique, mais dans le sens social. Oui, non, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous qui êtes les parlementaires, vous faites pour que le panier de la ménagère change? Oui, le panier de la ménagère. Je vous prends un exemple très concret. Aujourd'hui, vous avez... on vote régulièrement, par exemple, le budget à l'Assemblée nationale. Lorsque vous faites confiance aux partis d'opposition qui... disons, accordent un intérêt particulier au social, par exemple, ils peuvent influer
sur le vote, par exemple, du budget. Je prends un exemple. Si vous avez, par exemple, la part du budget peut-être à 35% qui est consacrée au budget, vous pouvez avoir une majorité de partis à l'Assemblée, une majorité de députés qui représentent des formations politiques d'opposition qui peuvent influer et peut-être rehausser le budget jusqu'à 40, 45%. Et donc, du coup, on peut agir sur le pouvoir d'achat des populations socialement. Et donc, c'est un exemple concret. Donc, c'est pour cette raison que je dis, nous avons intérêt à ce que disons, la représentation nationale soit beaucoup plus diversifiée, qu'on puisse vraiment influer sur le budget, un certain nombre de propositions et de projets de loi qui sont votés à l'Assemblée nationale. On y revient. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et nous sommes dans l'émission Apprenons, dans le thème « Que savoir des législatives dans un pays ?» Nous revenons pour la première pause. Merci. Élections régionales 2023. Pour le développement de nos régions et l'enracinement de la décentralisation, mobilisons-nous pour la réussite des élections régionales 2023. Participons au processus dans la paix, la stabilité et la concorde nationale. Togolais vient, bâtissons la cité. Du retour sur ce plateau pour la deuxième partie de ce débat consacré aux législatives. Que savoir des législatives dans un pays? C'est l'objet de notre débat dans l'émission Apprenons. Et j'ai invité sur ce plateau M. Ouroussama Ashraf. Il est juriste, membre parlementaire, membre du bureau national du PDP. Et il nous expliquait ce à quoi la population doit s'attendre après les législatives. Vous aviez la parole. Oui, effectivement. Non, c'est important aussi de revenir sur certains mots de préalable. C'est-à-dire, par exemple, le mot du scrutin. Vous savez, les députés à l'Assemblée nationale, déjà, il faut parler des conditions d'éligibilité. Pour devenir député à l'Assemblée nationale, il faut savoir lire et écrire. Il ne faut pas être frappé d'incompatibilité et être de nationalité togolaise. C'est quoi incompatibilité? Non, le régime d'incompatibilité, c'est-à-dire la loi fixe le régime comptabilité veut dire tout simplement que les fonctions que vous exercez antérieurement sont incompatibles avec la fonction de parlementaire. Et donc, du coup, si vous aspirez à être député à l'Assemblée nationale, vous devez mettre entre parenthèses la fonction que vous exercez. Je prends par exemple le cas d'un militaire, par exemple, qui veut devenir député à l'Assemblée nationale. Il doit renoncer, il doit démissionner préalablement de ses fonctions dans l'institution militaire maintenant pour bénéficier des acquis que lui confère le statut de député à l'Assemblée nationale. Et au cas où il ne gagnait pas aux élections, il peut revenir? Non, il peut revenir à sa fonction. Donc c'est la mise en disposition? Non, pas la mise en disposition, puisqu'il n'est pas fonction, il n'est pas un agent public dans ce sens. Et donc, maintenant, pour revenir, par exemple, j'ai parlé de la cohabitation. Oui. Et donc, l'opposition peut vraiment mettre en difficulté la majorité présidentielle si la majorité n'a pas une majorité absolue et qu'à chaque fois la majorité doit passer par des arbitrages. Je vous par exemple en France, par exemple, on parle du 49.3. C'est un alinéa de la Constitution française qui permet à la majorité de faire même un passage en force, même s'il n'a pas l'assentiment des autres parlementaires pour adopter un test. Et donc tout récemment... C'est ça qui s'est passé. Oui, tout récemment, on a vu la première ministre Elisabeth Borne qui était en difficulté. Ça, c'est concernant la retraite. Oui, la réforme des retraites. Et donc du coup, lorsque vous avez également une Assemblée nationale qui est diversifiée, par exemple, vous avez des mécanismes constitutionnels au Togo, à travers ce qu'on appelle en droit constitutionnel la question de la confiance et la motion de la censure. La question de la confiance, elle est très simple. C'est-à-dire, lorsqu'on nomme un Premier ministre, par exemple, il est obligé, elle est obligée, par exemple, de venir à l'Assemblée nationale pour avoir la confiance du Parlement. C'est ce qu'on appelle un discours général prononcé par exemple, Madame Dobé a également respecté cette tradition-là à l'Assemblée nationale pour avoir... Je crois que maintenant, ça va un peu. Voilà. J'étais surpris que les ministres, lors du fameux rapport du rapport avant Covid, les ministres ont pris d'assaut l'Assemblée nationale et se sont expliqués. Oui, même tant bien que mal, même si la population n'a pas bien compris. Donc un discours général qui lui permet d'avoir la confiance
disons, du Parlement. Donc ça, c'est un mécanisme constitutionnel qui permet d'engager la responsabilité de qui? D'un gouvernement. C'est-à-dire que le Parlement peut engager la responsabilité du gouvernement en retirant la confiance au Premier ministre. Il y a également ce qu'on appelle également la question de la motion de censure. Donc, c'est que veut dire que la question de la confiance, c'est une initiative du gouvernement. C'est-à-dire que le Premier ministre... Ça s'est passé au Togo, non? Oui, quand Béomé était là, il a censuré à Doboli. Effectivement. Donc, ce qui veut dire que c'est une initiative du gouvernement qui peut venir à l'Assemblée nationale pour demander la confiance. Et faute de confiance, le gouvernement, il est dessus. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle la motion de censure. La motion de censure, c'est un mécanisme constitutionnel qui permet aux parlementaires de prendre l'initiative maintenant de dissoudre comment l'appelle-t-on? Le gouvernement. Et donc, vous savez très bien que le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. On ne peut pas faire partir un président de la République, mais on peut faire dissoudre le gouvernement en appelant la démission du Premier ministre. Et puisque le Premier ministre est le chef du gouvernement, quand le Premier ministre part, c'est tout le gouvernement qui est dissous. Et le président est seul et désigne encore un autre Premier ministre. Désigne également un premier ministre et qui doit également demander la confiance du Parlement. C'est pour vous dire tout simplement que les législatives sont des élections vraiment qui sont au cœur vraiment des enjeux politiques et que tous les partis politiques ont intérêt et tous les citoyens aussi ont intérêt à accorder une importance particulière. Et donc, à ces échéances électorales. Maintenant, parlant disons, des modes de désignation, vous savez, je dois également rappeler un principe ici. On dit en droit constitutionnel tout mandat impératif est nul. Cela veut dire quoi? Lorsque vous êtes élu comme député dans une circonscription donnée, vous n'êtes pas député de cette circonscription. Non, vous êtes le représentant du peuple. Voilà, vous êtes le représentant du peuple. Et mais donc, vous avez demandé à une circonscription. Oui, non, effectivement. Vous savez, le découpage des circonscriptions électorales est une compétence exclusive du Conseil des ministres. C'est-à-dire, c'est un Conseil des ministres, par exemple, qu'on fait le découpage. Et donc, le découpage, on attribue maintenant des députés à chaque circonscription électorale. Vous comprenez? On attribue, et donc c'est en fonction de la superficie du territoire, c'est-à-dire que ce qui motive disons, le gouvernement à faire le découpage souvent et à attribuer un nombre conséquent de députés à telle circonscription à une autre, c'est la superficie des territoires et la démographie. C'est pour cette raison qu'on constate, par exemple, que lorsqu'on fusionne, par exemple, la préfecture d'Aguinivé et la préfecture du Golfe, voilà, il regorge un plus grand nombre de députés que des circonscriptions électorales du nord et à l'intérieur du pays. À cause de quoi? À cause d'une forte concentration de la population ici. Maintenant, le mot du scrutin également. Le mot du scrutin au Togo, on élit les députés à l'Assemblée nationale au suffrage universel direct. Et c'est un scrutin de liste à la proportionnelle. À la proportionnelle, ce qui veut dire qu'on divise le nombre de sièges proportionnellement à ce que vous avez obtenu comme suffrage. Et on l'ajoute, on dit scrutin proportionnel, à liste fermée et au plus fort moyen. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait la distribution disons, du siège de député en fonction du suffrage que vous avez obtenu, on regarde maintenant le reste. Celui qui a la plus forte moyenne prend en même temps les sièges restants. Voilà. Donc, constitutionnellement, c'est ce que le droit constitutionnel, la pratique du droit constitutionnel ou la constitution togolaise prévoit portant sur, disons, l'élection des députés à l'Assemblée nationale au Togo. Merci. Nous rebondissons immédiatement sur les choses. Oui. Vous savez, dès les législatives, on ressort les députés. Oui. Maintenant, quelles sont les prérogatives des députés élus en termes de développement dans un pays? Parce que le Togo se lance dans un système de développement. Oui, la population semble ne pas, la population semble ne pas véritablement sentir ce développement-là. Oui. Maintenant, quels sont les députés qui seront élus? Quelles sont leurs prérogatives eu égard face au développement du pays? Non, mais j'ai parlé... En réalité, c'est par rapport à ce truc-là qu'on vous renouvelle. Oui, effectivement. Non, mais ce que les gens doivent comprendre, moi je crois que souvent on fait un mauvais procès
un mauvais procès aux députés à l'Assemblée nationale. Je suis désolé. Lorsque vous avez... Mais c'est le visage que vous présentez. C'est le visage que vous présentez. Non, ce n'est pas parce que je suis un homme politique que vous devez porter ce discours-là. Non, monsieur Agovi, ce n'est pas parce que je suis un homme politique que vous devez porter ce discours-là à mon égard. Je dis tout simplement qu'on fait un mauvais procès à des députés. Je dis tout simplement... Lorsqu'on élit un député à l'Assemblée nationale, lorsque vous envoyez un député à l'Assemblée nationale, il a un mandat de 5 ans. Est-ce qu'il peut participer il a un mandat, au développement du pays? Non, attendez, laissez-moi aller au bout de mes idées. Il avait un mandat de 5 ans, mais avec la modification constitutionnelle du 15 mai 2019, aujourd'hui, le mandat des députés, c'est 6 ans renouvelables 2 fois. Ce qui veut dire que quoi? Aujourd'hui, un député ne peut pas excéder 18 ans à l'Assemblée nationale, d'après mes calculs. Maintenant, lorsque vous envoyez un député à l'Assemblée nationale, il a un mandat de 5 ans pour le juger. Au bout de 5 ans, lorsque vous estimez qu'il n'a pas un bilan politique reluisant, qu'est-ce que vous faites? Vous engagez sa responsabilité politique. Vous engagez sa responsabilité politique en décidant quoi? De ne pas le reconduire. Dès lors qu'on voit qu'un député enchaîne 2 mandats successifs, ce qui veut dire que le peuple est satisfait de son bilan et qu'ils ont décidé de le reconduire. Parce que vous avez des gens qui font un mauvais procès en disant « mais on a reconduit tel député, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Non, mais c'est le peuple qui en décide. Le peuple, il est souverain. Si un député enchaîne 2 mandats successifs à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que ceux qui l'ont élu pensent qu'il a fait du bon boulot. Ce que je demande par rapport à ma question, c'est que est-ce qu'un député peut participer à la vie en termes de développement Et maintenant, vous savez, on doit juger les gens. On ne doit pas juger les gens par les tests que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais on juge les gens par rapport aux faits. Effectivement. Maintenant, quand la population dit que lors des législatives, nous sommes dans le cadre des législatives, les députés ou bien les gens qui veulent qu'on vote pour eux viennent pour leur faire des promesses. Présenter leur projet de société, des promesses. Des promesses mirobolantes qui après le vote, ils disparaissent. 6 ans plus tard, ils reviennent encore. Maintenant, en quoi? Quelles sont les prérogatives du député en termes du développement dans leur circonscription ou pas ricochet dans tout le pays? C'est ce que les gens veulent savoir. Voilà, c'est ce que les gens veulent savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que un député qui fait des promesses surréalistes à des populations et qui disparaît, je crois qu'il ne doit pas avoir l'assentiment disons, des potentiels électeurs dans cette circonscription-là. Et on doit engager sa responsabilité politique. Maintenant, qu'est-ce que l'impact? Non, mais ce qu'il faut savoir, un député n'a pas vocation à réaliser ce n'est pas une obligation pour un député, par exemple, de financer des projets dans sa circonscription, sur l'ensemble du territoire. Nous devons le rappeler. Pourquoi les gens le font? Les fonctions des députés, on le connaît constitutionnellement, c'est voter la loi, contrôler l'action du gouvernement. Parce qu'on estime, en contrôlant de manière rigoureuse l'action du gouvernement, la politique sociale ou la politique économique peut impacter en même temps les populations. Maintenant, nous sommes conscients disons des défis du développement dans nos communautés. Les députés sont obligés eux-mêmes de prendre un certain nombre d'initiatives. Mais je dis tout simplement... Pour stimuler le développement, pour être réélu, par exemple. Oui, pour être réélu. Ça, c'est une stratégie C'est une stratégie, mais je dis, compte tenu des défis, ils sont obligés également de prendre un certain nombre d'initiatives. Mais ne pensez pas que lorsque nos députés construisent une classe, ne pensez pas que c'est une obligation. Ce n'est pas une obligation pour lui. Parce que la construction d'une classe ou d'une école relève de la compétence du gouvernement. Nous avons un ministère de l'Éducation nationale. Nous avons également des structures. Je suis désolé. Vous attaquez non. Nous avons. Pourquoi vous prenez mon ministère? La construction d'une école, d'un centre de loisirs, relève du ministère de tutelle. Maintenant, cela ne veut pas dire que
vous les députés là, vous avez calculé comment l'appelle-t-on, le quotient intellectuel de la population. Vous savez que lorsque on pose ces pas-là, vous pouvez acheter. Non, mais je ne vous acheter. Non, je ne vous. Vous aussi, vous avez toujours ce. Monsieur Agbovi, je ne vais pas accepter ce genre de, parce que là vous jetez du discrédit sur les parlementaires. Non, en fait, parce que les gens disent. Non, vous êtes en train. C'est-à-dire les gens ne peuvent pas venir passer un an à vous dire. Vous êtes en train d'accuser. Je n'accuse pas. Je dis. Je vous demande. Est-ce que habituellement, ce que nous disons, tu dis que ce n'est pas les prérogatives d'un député de venir ce n'est pas sa fonction naturelle. Ce n'est pas fonction naturelle. Oui. Et je dis habituellement, regardez, jusqu'à ce que vous avez commencé par voter. Bon, dites-moi, qu'est-ce que les députés viennent vous dire? Quand vous votez pour moi, la route là, etc., etc. Et je dis, ce n'est pas une manière d'acheter la conscience non, ce n'est pas une manière. Du pauvre paysan pour pouvoir ce n'est pas une manière. Non, à l'hémicycle. Ce n'est pas une manière. Je ne crois pas que les députés à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'ils disent. Oui, effectivement, abusent de la naïveté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu sais que ce n'est pas de tes prérogatives, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, effectivement, ce n'est pas. C'est l'achat de conscience. Non, ce n'est pas l'achat de conscience. Vous ne reconnaissez pas? Non, ce n'est pas l'achat de conscience. C'est pour cette raison que nous appelons à la responsabilité des uns et des autres. Si c'est maintenant que vous faites d'accord, mais avant j'appelle la responsabilité des uns et des autres. Nous devons dire à partir de maintenant, nos populations doivent comprendre que la construction d'un pont, d'une salle de classe, d'un centre de loisirs ne relève pas de la compétence d'un député. Lorsqu'un député vient tenir ce genre de discours, vous devez savoir automatiquement qu'il n'est pas conséquent intellectuellement. Voilà, c'est la raison pour laquelle... Les gens doivent le comprendre. Donc maintenant, nous devons revenir aux fonctions naturelles. Constitutionnellement, du député. Il vote. Les lois de l'Assemblée nationale contrôlent l'action du gouvernement. Et donc, quand vous prenez par exemple, voter les lois, oui, lorsque le président, le gouvernement envoie des projets de loi, ils examinent, ils ont le droit d'amendement. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des amendements, mais sous réserve aussi d'un certain nombre de conditionnalités. Parce qu'on accuse souvent les députés à l'Assemblée nationale de ne pas formuler des amendements. Pour formuler des amendements à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire il faut également trouver d'autres sources de financement, Et donc je crois qu'aujourd'hui la représentation nationale, les députés que nous avons à l'Assemblée nationale ont fait des réformes conséquentes. Par exemple, ils ont limité les mandats des conseillers municipaux, des députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on ne peut pas accéder 18 ans à l'Assemblée nationale. Ils ont fait l'effort de voter un certain nombre de lois pour impacter nos populations. Et j'espère vivement qu'à travers l'initiative parlementaire de nos députés, on peut mieux impacter nos populations au quotidien. Merci, chers téléspectateurs. Vraiment, le débat a pris une importance capitale, mais nous allons eu égard au temps qui nous est imparti. Et nous allons revenir sur ce principe pour pouvoir mieux expliquer encore ce système de législative à la population et l'enjeu que ça doit avoir sur le développement. Merci de nous avoir suivis. Mon mot de fin, de dire tout simplement que les mécanismes constitutionnels offrent une prérogative vraiment au peuple de désigner des gens pour les représenter valablement à l'Assemblée nationale. Donc, je crois qu'il faut profiter du dispositif normatif qui existe aujourd'hui pour désigner des gens qui vont nous représenter valablement. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. J'étais avec M. Ashraf Ouro Sama. Il est juriste, il est membre parlementaire, membre du Bureau national de PDP. Merci beaucoup et à la prochaine.